Première est celle-ci. Dans les codes forestiers en gestation, on prévoit la levée du moratoire sur les forêts. Et dans l'entretemps, la société civile monte au créneau pour refuser justement la levée du moratoire sur les forêts. Quelle est la position du gouvernement quant à ce? Dernière question. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que vous ne faites pas assez dans certains secteurs de votre domaine, dont notamment le secteur environnemental. Vous vous focalisez beaucoup plus sur les forêts parce que cela rapporte beaucoup plus d'argent. Madame la ministre, qu'en dites-vous? Merci, Excellence, Monsieur Patrick Mouilla, pour la parole accordée. Merci. On va demander à Monsieur Patrick Lacoué d'avancer pour les prochaines questions. Allez-y, Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur Anthony, pardon. L'enfouissement de la baleine. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la première fois que la RDC a connu cette expérience. D'abord, nous n'avions pas assez d'équipements pour garder la baleine. Et je vous dis, la baleine, j'utilise les termes simples, pourrit très vite. Pourrit plus vite même que l'Indakala, malgré sa masse. Et donc, on ne pouvait pas garder cet animal sans conséquences sur la santé humaine des communautés de Mwanda. Parce que déjà, aussitôt, elle a arrêté de respirer. Quelques temps après, on a commencé à sentir les odeurs. Et je vous dis, dans la baleine, il y a des gaz toxiques, au point que si vous ne gérez pas bien les restes de la baleine, ça peut vous provoquer des dégâts énormes. Nous sommes un pays où nous avons déjà des problèmes d'Ebola. Nous ne pouvions pas prendre ces risques-là, surtout que nous n'avions pas de matériel pour directement agir sur l'animal et trouver des solutions. L'unique solution durable, salubre, c'était l'enfouissement. Et c'est comme ça que j'ai dû coordonner moi-même pour être sûr que l'enfouissement a respecté les normes, parce qu'il y a la profondeur du trou qu'il faut observer, il faut la grandeur du trou, il fallait respecter tout ça et être sûr qu'après enfouissement, aucun Congolais ne va s'approcher pour aller chercher à couper les morceaux, quelle que soit la fin. Et donc, j'ai veillé moi-même personnellement à cela. En ce qui concerne si le gouvernement n'avait pas pris cette responsabilité d'agir de cette manière, vous seriez les premiers à dire ils ont été négligents, maintenant il y a des gens qui souffrent. Le gouvernement a pris la responsabilité d'agir pour préserver la santé de la population. Il y a toujours des critiques. C'est tout à fait normal. Je trouve que c'est tout à fait normal, mais il faut laisser le gouvernement agir dans le sens de l'intérêt général. Et là, nous avons mis en avant l'intérêt général. En ce qui concerne le code forestier, le code forestier est en préparation. Il n'est pas encore fini. Vous êtes pressés pourquoi? Il faut attendre que les discussions se terminent. Et je vous dis, dans le processus d'élaboration de la politique forestière, comme du code forestier, le processus est laborieux. Parce que je ne peux pas vous dire le nombre d'ateliers organisés. Donc, à chaque étape, les gens apportent des idées. On ne peut pas interdire aux gens de ne pas donner leurs idées. On apporte toutes les idées et à la fin,
y a les grands ateliers de validation où on dit, bon, on a intégré tel aspect. Est-ce que vous trouvez que là, c'est tous les acteurs du pays mis ensemble? Et lorsque nous avons réalisé cette activité pour la politique forestière, la salle de Béatrice Hôtel il faut attendre qu'on termine l'élaboration du code lorsque nous serons dans la phase finale avant que les codes, parce que le code forestier ira à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui va les voter parce que c'est une loi. Donc, à ce moment-là, vous pourriez dire, mais pourquoi vous avez mis tel aspect, tel aspect? Pour le moment, je trouve que c'est précoce. Prenez votre mal en patience. Donc, la dernière question, c'est que je mets l'accent sur les forêts et non sur l'environnement. Non, nous travaillons sur tous les aspects. Mais bien entendu, il y a des priorités. Par rapport au programme du gouvernement, il y a des priorités. Et l'environnement, je sais que vous avez probablement voulu parler de l'assainissement. Je viens de finir avec l'accompagnement des experts la loi sur l'assainissement. Oui, on veut assainir, mais il faut créer un cadre qui indique même lorsque quelqu'un n'a pas respecté l'environnement, comment il faut les sanctionner, quelle amende il doit payer. J'ai élaboré cette loi, comme je disais tout à l'heure, et bientôt la loi sera soumise à l'Assemblée nationale. Je crois qu'à la session de septembre, s'ils ont le temps, parce que c'est une session budgétaire, s'ils ont le temps, ils pourront voter cette loi-là. C'est déjà un grand pas parce que la loi trace les cadres légaux. Donc, je ne m'occupe pas que de ça. Et aussi, vous avez quand même suivi, au niveau du ministère, on travaille sur les compagnies qui veulent transformer les déchets plastiques. J'accorde toutes les facilités à toutes ces compagnies. Là, je n'ai pas besoin de les énumérer. Par exemple, là, je viens de reconduire le contrat qu'on a avec Okeplast pour qu'ils puissent poursuivre le travail, parce que nous estimons que tant soit peu, il aide à assainir l'environnement de Kinshasa. Il y a d'autres sociétés qui sont en cours pour lesquelles nous avons aussi accordé des facilités. Je crois que d'ici la fin de l'année, surtout l'année prochaine, on pourra avoir plusieurs investisseurs dans ce secteur et ça pourra, tant soit peu, régler les problèmes des déchets plastiques qui, par ailleurs, posent énormément de problèmes au niveau de nos cours d'eau, parce que les déchets plastiques qui coulent de nos rivières jusqu'à l'exutoire qui est le fleuve Congo créent énormément de problèmes au niveau de Inga, et nous en sommes conscients. Nous y travaillons très très sérieusement. Et d'ailleurs, à ce sujet, si je peux me permettre, la task force présidentielle qui a été créée pour l'assainissement de Kinshasa, Madame la ministre en fait partie, comme moi aussi. D'ailleurs, dans un des prochains jours, nous pourrons avoir une présentation de l'initiative de comment les générales pensent piloter, mais aussi le gouverneur, pour que nous puissions cadrer, parce que nous aurons besoin, lorsque les opérations débuteront, d'avoir une implication des populations quinoises, parce que on ne peut pas faire l'assainissement sans les peuples.
l'assainissement est une affaire qui nous concerne tous. On va donner un coup de pouce, et le président de la République a été bien inspiré d'utiliser nos compatriotes qui sont au niveau du service national avec cette discipline paramilitaire pour donner un coup de pouce, mais nous demanderons à tout le monde de pouvoir s'impliquer partout où nous sommes, parce que nous tous, nous sommes quotidiennement producteurs de déchets. On va prendre la prochaine question de monsieur Patrick Lacoué, et puis ce sera madame Christiane Ekambo. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Madame la Ministre, plusieurs préoccupations, je vais me résumer à 3. C'est que vous avez récemment fait une visite dans les mining. Ces sociétés sont pollueurs. Et aujourd'hui, quel est l'état de lieu que vous faites de cette visite? Qu'est-ce que vous ressortez de cette visite? Est-ce qu'il y a des sanctions pour ceux qui polluent le plus? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises à leur encontre? Il y a quelques années ou quelques mois, il y avait le phénomène de la tourbière qui a fait couler encre et salive. À ce jour, puisque vous parlez de forêt, quel est l'état des lieux de la gestion de la tourbière? Pour revenir à la situation qui a eu lieu sur la côte de Mwanda il y a quelques jours, il y a une question qui revient. Est-ce que l'ICCN est suffisamment équipé en hommes, en matériel, pour gérer tous ces phénomènes côtiers qui arrivent sur la côte de Mwanda, puisque la baleine est venue de manière imprévue, mais il y a un phénomène qui est récurrent, c'est la tortue marine qui revient pondre toujours au lieu où son œuf a été pondu. Et il y a ces pêcheurs qui vont interrompre l'accouplement de ces tortues marines pour causer des dégâts et vendre l'œuf et vendre la chair de la tortue. Merci. Madame la Ministre. Merci Patrick pour la question. Oui, j'ai fait les tours à Lubumbashi, au Katanga et dans les Lualaba. J'ai visité les mining. Après cette visite, j'ai proposé au gouvernement de mettre en place une commission interinstitutionnelle. Nous avons mis en place une commission interinstitutionnelle où on trouve les experts de la présidence, les experts de la primature, les experts de mon ministère, les experts du ministère des Mines, qui travaillent ensemble pour élaborer les normes. Parce que parmi les faiblesses qu'on avait, il n'y avait pas de normes clairement élaborées pour être en mesure de sanctionner sans trop de discussion les mining. Et donc cette commission est en train de travailler. Je ne me suis pas limitée là. Nous avons des Congolais à l'extérieur du pays qui ont montré une grande expertise dans les domaines. Et qui ont même des sociétés au niveau sud-africain. Je suis allée chercher ces experts-là pour dire le pays a besoin de vous, venez contribuer. Et ils sont venus. Et ici, je voudrais en profiter pour les saluer parce qu'ils ont payé leurs billets. Ils sont venus en séjour à Kinshasa pour travailler avec cette commission interinstitutionnelle. Et dans les jours qui viennent, la Première ministre prendra un décret sur les normes. Et ces normes-là vont pas être seulement des normes de la RDC, c'est des normes qui sont au niveau international aussi. Donc, ce travail est en train de se faire. En attendant, nous avons des missions qui continuent à faire le travail sur terrain. Et lorsqu'on constate que vous avez pollué, la loi dit vous payez. Et nous avons pu travailler avec la collaboration d'un laboratoire
que je ne vais pas citer les noms ici. Et ce travail-là permet de faire payer des amendes au mining qui pollue. Et je pense que c'est un travail que nous pourrions publier parce que les résultats partiels montrent qu'aucun mining ne respecte les normes. C'est inadmissible. Les jours qui viennent, ça ne pourra plus être le cas parce que nous allons veiller au respect des normes par tous. En ce qui concerne les tourbières, c'est un écosystème très important, surtout maintenant que nous cherchons à développer les marchés carbone. Les tourbières séquestrent 4 fois ce que séquestrent les forêts. Et donc, la RDC a 75% des tourbières du bassin du Congo. C'est une ressource très importante parce qu'avec les marchés carbone, nous irons chercher de l'argent pour financer notre développement. Et donc, nous prenons soin de nos tourbières. Et d'ailleurs, dans cette salle, il y a un expert dans ce domaine-là qui est dans mon cabinet, Emmanuel Tassot, qui a travaillé pendant longtemps sur des tourbières et avec qui on développe des stratégies pour protéger nos tourbières, non seulement les protéger, mais faire en sorte que les pays ramènent de l'argent, les ressources forestières à partir des marchés carbone que nous sommes en train de construire. Et donc, d'ici là, vous allez voir les résultats de cela. En ce qui concerne l'ICSN, je crois que nous devons avoir aussi la mesure, lorsque nous parlons des insuffisances, c'est un phénomène que les pays viennent de connaître. Et c'est un phénomène qui est tout à fait normal de par la nature des baleines. Je vous ai dit ici que dans sa nature telle que Dieu l'a créée, la baleine perd ses pères très souvent. Mais c'est la première fois que ça nous arrive. Donc tant qu'on n'avait pas connu ce phénomène, c'est tout à fait normal que les gens ne soient pas suffisamment équipés pour ça. Mais maintenant qu'on sait que les baleines peuvent venir échouer là, nous allons prendre des dispositions pour que prochainement, lorsqu'il y aura un cas comme ça, il y aura un matériel qui aidera d'abord la baleine à rentrer dans l'eau, parce que quand il échoue comme ça, si vous le poussez, il rentre dans l'eau, il peut encore continuer à nager et faire son chemin. Mais nous allons donc travailler pour équiper ICSN. Au-delà de l'ICSN, c'est une question qui touche au ministère de la pêche. Parce que c'est là qu'il y a des experts sur les comportements des poissons en général et des poissons comme, un peu spécial comme la baleine. Et donc c'est un travail que nous allons faire ensemble pour avoir des équipements et davantage renforcer les capacités de notre administration, y compris l'ICSN, dans la prise en charge de ce genre de problèmes. Voilà, merci. On va prendre les prochaines questions de Madame Christiane Ekambo. Merci, Excellence. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Environnement. Madame, je reviens encore sur le problème de la baleine. Dans votre communiqué du 3 juillet, vous avez dit que vous avez demandé à la population de ne pas s'approcher du cétacé et qu'il y aurait des analyses scientifiques qui devraient se faire pour qu'on puisse déterminer la cause exacte de sa mort. Est-ce que ces analyses ont commencé, est-ce qu'on a commencé à faire ces analyses scientifiques et quand est-ce qu'on pourrait avoir ces résultats?
Et encore une autre question sur l'environnement aussi. Vous parlez des parcs. Vous avez parlé du parc de Virunga. Et vous allez être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le parc de Virunga a subi beaucoup de secousses avec la rébellion et tout ce qu'il y a eu comme exaction de l'agression rwandaise de l'autre côté. Qu'est-ce qui nous reste encore comme richesse dans cet environnement-là qui pourrait nous profiter? Parce qu'on a vu des animaux qui sont partis, et il y a d'ailleurs ici, on a toute une famille qui s'occupe, qui a pris des bonobos, et on a des bonobos d'ailleurs qui sont dans cette famille qui est même une famille des expatriés, et aujourd'hui ça devient un endroit touristique. Donc les bonobos sont ici. Qu'est-ce qui nous reste encore de cette parc? Et je parlerai d'une dernière question sur l'eau, puisque vous avez parlé de l'eau. Il y a le lac Kivu qui dégage le gaz butane. Mais nous constatons que cette matière est plus exploitée par l'autre partie, c'est-à-dire le Rwanda. Est-ce que nous avons encore quelque chose de bénéfice à tirer de cette partie-là, de cette partie hydrique qui est à nous? D'abord, le lac Kivu, quoi. Ce sont les 3 questions que j'avais. Merci. Merci, madame. Merci, madame Christiane. Alors, les analyses scientifiques. Effectivement, lorsque j'ai fait élaborer ces communiqués-là, j'étais en Belgique et je me disais que les scientifiques pouvaient aller sur place très rapidement, faire des prélèvements et procéder aux analyses. Malheureusement, il s'est fait que les scientifiques spécialistes de cette question étaient en mission. Parce que ce n'est pas n'importe qui aborde n'importe quelle problématique. Donc, il y a d'abord très peu qui sont spécialistes des baleines. Il y en a juste 2 pour l'ensemble de la République et ils n'étaient pas au pays. C'est pourquoi d'ailleurs certains phénomènes qui arrivent, on dit à quelque chose malheur est bon. Je pense que désormais certains Congolais pourront s'intéresser à ces secteurs-là. Et donc, nous étions butés parce que moi, je ne pouvais pas me rendre compte qu'on n'avait pas assez de spécialistes dans le domaine. Et donc, lorsque on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de spécialistes pour faire immédiatement une descente et faire des prélèvements avant que les poissons commencent à dégager des odeurs, et c'est des odeurs insupportables. Vous pouvez questionner la population de Mwanda, elle vous dira. Mais cela n'est pas totalement exclu. Parce que tel que l'enfouissement s'est opéré, après un délai donné, lorsque la chair va finir sa décomposition, le moment venu, on pourra revenir sur les sites pour aller comprendre pourquoi cet animal a connu ces problèmes. Donc, ce n'est pas complètement fini. Le moment venu, les recherches scientifiques pourront toujours se poursuivre. Alors, en ce qui concerne le parc de Virunga, vous savez, c'est un grand parc qui couvre plusieurs provinces. Donc, l'agression rwandaise a commis des dégâts énormes sur l'environnement, sur surtout la biodiversité, et les ministères est dans les processus de rendre
les crimes environnementaux que nous qualifions aujourd'hui d'écocides, des crimes imprescriptibles. Au-delà des morts que nous connaissons, le Rwanda répondra un jour de dégâts qu'il a commis sur l'environnement congolais. J'y travaille. Et je ne travaille pas seul, je travaille avec la Belgique sur cette question et avec Vanuatu, un pays, une île. Oui, tout à fait, Vanuatu. Et nous avons commencé ce combat avec Vanuatu et la Belgique s'est impliquée. La Belgique a même déjà une loi sur l'écocide, mais nous sommes en train de nous préparer à aller à la Cour pénale internationale pour porter plainte contre les Rwandais du fait de crimes sur l'environnement. Et ces crimes-là sont imprescriptibles. C'est-à-dire que si Kagame ne répond pas, ses enfants répondront. Si ses enfants ne répondent pas, ses petits-enfants vont répondre. Parce que c'est imprescriptible. Alors, en ce qui concerne, mais l'espace a encore une partie de ses richesses. Et comme c'est une aire protégée, nous travaillons toujours pour que les richesses, les forêts et toute la biodiversité qui est renouvelable puissent se renouveler. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Bon, en ce qui concerne les lacs Kivu, vous avez raison. Mais il faut aussi noter que ça fait 30 ans depuis que nous avons cette guerre nous imposée par le Rwanda. Pour exploiter une telle ressource, il faut être en paix. Il faut posséder les territoires de manière non conflictuelle. À ce moment-là, vous pouvez mener des investissements parce que c'est des privés qui vont mettre de l'argent. Il faut que la zone soit paisible. Mais je voudrais dire ici que nous devons garder espoir parce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il travaille sérieusement. Et bientôt, nous allons avoir la paix. Et nous aurons l'occasion d'exploiter nos ressources. Ce n'est qu'une question de temps. Mais je pense que ça ne va plus durer. C'est pour bientôt. Ok, d'accord. On va prendre les questions de M. Eric Izami. J'espère que vous n'avez pas 3 questions comme les 3 qui vous ont précédé. Et puis, ce sera les questions de M. Biobé. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre, pour la parole. Vous n'avez pas tort, vous, Monsieur le Ministre, de répéter souvent que nous sommes un pays solution. C'est vrai, vous avez vraiment raison. Mais la première question, c'est celle de savoir que faisons-nous pour demeurer ces pays solutions-là à long terme? Parce que c'est Dieu qui a voulu que nous le soyons. Que faisons-nous? Et alors, Madame la Ministre, il y a une question. La réforme sur le marché carbone suscite beaucoup d'inquiétudes. Une certaine opinion au sein de la société civile pense qu'elle n'a pas été totalement consultée. Quel est votre avis en tant que membre du gouvernement à ces sujets? Et pour terminer, quelle est la vision de notre pays, République démocratique du Congo, par rapport à ce partenariat pour les forêts du bassin du Congo? Qu'en est-il du co-facilitateur du Nord censé travailler avec vous? Et puis, avons-nous suffisamment l'argent qu'il faut par rapport à tout ce qui doit être fait dans ces secteurs? Merci. Voilà. Oui, effectivement, nous sommes un pays solution. Justement, pour que les caractères pays solution de notre pays produisent réellement des solutions pour la République, ça demande de mettre en place des stratégies. Nous avons des ressources forestières qui sont estimées, selon la Banque mondiale, en 2022,
à 230 000 milliards de dollars. Ce n'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Mais comment faire pour que vous alliez chercher cet argent? Il fallait mettre en place une stratégie. Aussitôt arrivé, j'ai élaboré une stratégie de valorisation, certification, monétisation des ressources forestières. Et pour ce faire, il faut que la RDC ait son registre carbone souverain, d'une part, et d'autre part, développer un dispositif MRV pour que nous puissions alimenter. MRV, c'est un dispositif. M, c'est mesure. V, vérifiable. R, rapporté. Okay. Donc, lorsqu'on parle, et ici, Excellence, très chers collègues, permettez que je puisse m'étendre un peu parce qu'il faut que les gens comprennent un peu ce que c'est le marché carbone. Le marché carbone, c'est un dispositif, une stratégie que le monde a trouvé pour compenser les États qui ont des ressources qui permettent de réguler le climat, d'une part, et d'autre part, de taxer ce qui pollue. Maintenant, pour arriver à taxer ce qui pollue, il faut montrer que vos forêts, par exemple, on dit 1 hectare de cette forêt, séquestre autant de tonnes de carbone. C'est-à-dire, il emmagasine dans son sous-sol les gaz générés par l'industrie des pays développés. Et donc, vous pouvez aller vérifier ça. Donc, à travers une évaluation, il y a des technologies pour ça. Vous vérifiez qu'ici, ça peut séquestrer autant de tonnes de carbone. Et puis après, il y a des institutions à l'international qui viennent certifier qu'effectivement, vous avez séquestré autant de tonnes de carbone. Après, vous en faites les rapports. C'est après que ça devient du crédit que vous pouvez vendre à ceux qui polluent. Ça, c'est le premier aspect du marché carbone. Mais le marché carbone est vaste. Donc, on peut les prendre aussi du côté de ceux qui mettent en place des projets de barrages, des projets de cuisinières qui consomment moins de makala, moins de bois. Aussi de ceux qui font des panneaux solaires. C'est-à-dire, on démontre que sans ces éléments-là, on coupait autant d'hectares de forêts. Maintenant, avec les barrages, on a économisé autant d'hectares de forêts. On peut faire la compensation et dire on a généré autant de crédits de carbone. Avec les projets INGA 3 que le président de la République est en train de développer, les jours où on pourra avoir ces barrages-là, les pays peuvent aller chercher des milliards seulement du fait d'avoir ces barrages-là. Parce que les barrages vont permettre aux Congolais de consommer moins de braise, moins de bois. Et à ce moment-là, ça va faire une économie qui va se calculer par les crédits carbone. Et donc, parmi les stratégies, parmi les grandes réformes que le ministère a mis en place, il y a cette réforme sur le marché carbone. Nous avons accumulé un grand retard au niveau du pays. Et je vous dis, les pays comme le Brésil, une fois, il était allé ramasser 89 milliards de dollars à partir seulement de ces forêts. Mais les forêts restent debout. Hein? C'est formidable, cette opportunité que nous avons. Les forêts sont debout. Vous ne les coupez pas. Ils sont les vôtres.
mais ça vous génère de l'argent qui peut vous permettre de construire votre développement. Donc, cette vision du président de la République qui veut que les ressources forestières puissent construire le développement du pays et que les communautés qui dépendent des forêts, qui sont par ailleurs dans une pauvreté que vous ne pouvez pas décrire, puissent trouver l'occasion pour améliorer leurs conditions de vie. C'est quelque chose de formidable. Mais ici, je voudrais surtout dire à la société, cette société civile qui se plaint, que ici c'est une matière très technique. Très technique parce que c'est réglementé à l'international. Certaines personnes m'ont questionné, mais les marchés carbone là, est-ce qu'on pourra avoir les pavillons de ça au marché de Matete au Gambie là? J'ai dit, mais non. On ne pourra pas avoir des pavillons de crédit carbone à Matete ou à Gambie là. C'est une matière internationale qui prend sa source de l'accord de Paris, de l'article 6 de l'accord de Paris, qui donne le pouvoir aux nations d'organiser leur marché carbone. Mais les normes sont dictées à l'international parce que c'est une matière très sensible où vous devez construire la crédibilité, vous devez construire la confiance, vous devez construire 3, la bonne gouvernance. Et donc, pour construire tous ces éléments-là, il faut respecter les normes. C'est comme ça que même au DG de l'autorité de régulation des marchés carbone, qui est sous ma tutelle, je lui dis, vous n'allez pas gérer cette institution d'une certaine manière. Entre guillemets, cette institution doit respecter une certaine culture, des rigueurs, des disciplines. Sinon, les crédits que nous allons générer n'aura pas de valeur. Nous avons besoin de nous dépasser pour que les pays puissent tirer le maximum de ressources de ces marchés-là. Je voudrais vraiment dire aux compatriotes de la société civile d'être calmes et de faire confiance au gouvernement. Nous avons accumulé un grand retard dans un marché qui va vite évoluer et qui va rentrer dans le déclin. C'est-à-dire, maintenant, les entreprises occidentales et les autres payent pour les émissions de leurs industries. Ils sont en train de travailler sur la technologie pour assurer la transformation industrielle. Donc, les jours où ils auront des industries qui vont émettre moins de gaz à effet de serre, c'est fini. Le marché va tarir. Vous voulez qu'on traîne, qu'on arrive à un moment où les pays ne peuvent même plus accéder à cette aubaine? J'ai dit non. Que celui qui a des enrichissements apportés à la loi, qu'il apporte. On verra comment intégrer ça. Mais on ne peut pas parler parce que les gens aiment les ateliers et les pères diem, disons-nous les choses telles qu'elles se présentent, qu'on retarde ces processus très importants pour les pays parce qu'il y a quelques ONG qui, par ailleurs, je connais des gens qui sont derrière. Je ne vais pas les citer, mais je les connais. Mais aujourd'hui, plus que jamais, les pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a besoin d'apporter des réformes pour que les Congolais trouvent le bonheur avec les ressources que Dieu lui a données.
Et c'est très important de laisser cette réforme se mettre en place pour le bien du pays. En ce qui concerne les co-facilitateurs, je voudrais vous dire que parmi les résultats que le pays a enclenchés à Belém, il y a l'accord que nous avons signé avec le Brésil dans le cadre de TFFF. TFFF, Madame la Ministre. TFFF, je vais tout simplement dire, c'est un programme qui permet de protéger les forêts, garder les forêts debout, tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales et des peuples autochtones. Nous avons adhéré à cette initiative-là et nous avons signé un accord avec le Brésil. Et le Brésil a déjà capté 25 milliards de dollars et la RDC a sa part dans cette enveloppe. Et donc, les discussions sont en cours. On est en train de mettre en place la gouvernance de tout ceci, de sorte que d'ici 2028, l'argent pourra commencer à atterrir dans les pays concernés parce que nous sommes l'un des pays majeurs dans cette initiative-là, à cause des ressources forestières que nous avons. Le deuxième résultat, c'était la récupération de notre leadership à travers la co-facilitation du partenariat des forêts pour les bassins du Congo. C'est la première fois depuis que les bassins du Congo existent, depuis que ces partenariats existent, pour la première fois, les pays vont avoir la co-facilitation. Quand on dit co-facilitation, c'est-à-dire on est à deux. Donc, dans cette architecture, il y a toujours un pays du Sud et un pays du Nord. Nous avons récupéré les pouvoirs qui étaient entre les mains des Gabonais et la France doit maintenant passer la main à un autre pays, probablement ça sera l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, les pays que vous connaissez là. On attend que la France passe la main. Mais en attendant, nous allons construire notre plan de travail, qui est déjà même presque fini. Les co-facilitateurs font ce travail-là et les gouvernements vont mettre à la disposition les premiers fonds pour que cette co-facilitation soit opérationnelle. Parce que nous voulons récupérer le leadership, ça a aussi des conséquences sur le plan financier et je pense que la chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, nous accompagne, elle donnera des ressources pour que cette co-facilitation soit opérationnelle. Mais c'est quelque chose de très très important pour nous parce que nous devons montrer maintenant que nous méritons ce leadership, non seulement en termes de ressources que nous avons, mais en termes aussi de capacités à coordonner tous les pays du bassin du Congo. Voilà. On va prendre une question de monsieur. Venez, posez votre question et puis nous terminerons par les questions de monsieur Mbal, monsieur Pascal Moudegwa et une question en lingala de madame Sekabouron. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole m'accordée. La seule question à madame la ministre de l'Environnement, la RDC a lancé son vaste programme des couloirs verts Kivu-Kinshasa. Qu'est-ce qui va changer dans les quotidiens des communautés locales et à quand les retombées réelles, Madame la Ministre? Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Le couloir vers Kivu-Kinshasa va apporter un grand changement. Les changements sur le plan économique. Et vous savez, lorsque l'économie se développe, le social vient avec.
le couloir vert va permettre de construire les routes de l'Est à l'Ouest. Et le programme est en cours. La construction de ces routes-là est en cours. On va aménager les ports parce que on pourra partir de l'Est jusqu'à Kisangani par route. Et à partir de Kisangani, on va aménager des ports au vrai sens du mot, c'est-à-dire des ports vraiment avec des bétons, des grilles, jusqu'à Kinshasa. Et donc, ça va créer des emplois et ça va donner des revenus aux ménages qui sont dans cet espace-là. Et aussi, parce que cette zone couvre la zone qu'on appelle la Kivette. Cette partie regorge plus de 65% des tourbières de la RDC. Donc, à partir des marchés carbone, on ira chercher l'argent et les marchés carbone, des règles sont claires, les pourcentages pour les communautés locales, par exemple, c'est 30%. Lorsque vous avez vendu le crédit carbone, on dit 30% aux communautés locales. Et on surveille. Si la première année, vous n'avez pas donné les 30%, vous n'avez pas réalisé des projets communautaires pour ces communautés-là, votre crédit ne sera plus crédible. Donc ça signifie que dans cet espace, on va développer l'agriculture, l'agro-agriculture, on va développer, je voulais dire l'agroforesterie, et on va développer des activités économiques, mais qui ne vont pas émettre des gaz à effet de serre comme ça se passe ailleurs. On va développer une économie verte. Et ça va permettre aux communautés de se retrouver. Ça, c'est quelque chose sur laquelle le président de la République tient beaucoup, que les communautés rurales améliorent leurs conditions de vie là où ils sont. Ça leur permettra de rester là où ils sont et de mener une vie digne. Parce que quand vous regardez Kinshasa aujourd'hui, vous pouvez comprendre que l'intérieur du pays a un problème, un sérieux problème. Parce que si les conditions dans les zones rurales s'améliorent, nous n'aurons plus l'exode rural comme ce que nous vivons aujourd'hui, où tout le monde veut quitter les villages pour vivre à Kinshasa ou dans les grandes villes du pays. Donc ça va apporter un bénéfice énorme pour les pays et pour la population. Voilà, on va prendre les questions de M. Mulegwa et de M. Mbal, Oscar, et on terminera par la question en lingala. Allez-y, M. Mulegwa. Merci. Je m'adresse à Madame la Ministre. Je vous ai suivi depuis les débuts, je n'ai pas entendu le mot protection de la forêt. Sur la table de la Première ministre, il y a un mémorandum de plus de 70 organisations de la société civile qui soupçonnent dans votre chef le fait de vouloir sauter les verrous sur le moratoire sur la préservation des forêts. C'est un peu chaque ministre de l'Environnement qui arrive et suspecté de vouloir ouvrir la forêt du Congo à cette expansion vorace d'entreprises chinoises en Afrique centrale pour exploiter les bois. Quelle garantie aujourd'hui la population congolaise peut-elle obtenir de vous, professeur, ministre, que ces forêts ne seront pas bradées? Monsieur Bal, posez votre question, Madame la Ministre répondra en une série. Madame la Ministre, il y a un paradigme maintenant qui est en vogue au Fonds forestier national, FFN, et ce paradigme, vous voulez faire de l'économie nationale ou de la RDC la gécamine verte. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous entendez par la gécamine verte. Merci. Voilà. Bon, Madame Nathalie Ponarosilisa. Matondo mingi pona maloba, ngape na ye lisusu kozongela na maimatali
nyama ya monene ya mai. Baleine alingale sarakate. En tout cas, les Kamwango, et sali, et quoi il okola bombe, na mato ya bato. Ya solo talisia ete ezali mbala ya yambo, et ko le Congo démocratique, et yamba. Nyama monene wana ya mai, solo ete bisale le zakite, kasi, tolingi koyeba, to bayi mboka balingi koyeba. Bisale li nini, ba masini nini esengeli kozala, pote soki, likama ya mondele wana ya mbala kaka eye bana koyamba peut pesa mokano ya malamu yango wana mutuna na ngai. Merci. Madame la ministre. La protection de la forêt, je voudrais ici profiter de ces micros pour dire que les gens doivent éviter de faire des supputations dans le vide. Vraiment des supputations dans le vide. Jusqu'à écrire des mémos dans le vide. Quel est le document que le ministère a émis qui déroge au moratoire? Il n'y a pas. Monsieur Mouderwa, il n'y a pas. Moulegwa. Moulegwa. Je m'excuse d'avoir écrasé votre nom, mais en tout cas, il n'y a pas. Donc, moi, en tant que forestier, parce qu'on ne dit pas forestière, en tant que forestier, de formation, je connais l'importance des forêts. Je connais l'importance des forêts et je connais les implications de perdre la forêt. Je connais les conséquences. Non seulement sur la RDC, mais également pour le monde entier. Donc je ne peux pas, à mon niveau de connaissances, être aussi inconsciente. Je ne peux pas. Donc soyez tranquille, il n'y a pas de levée de moratoire. D'ailleurs, depuis que je suis arrivée, mon cabinet, quelques membres de mon cabinet sont là, ils savent combien de projets d'exploitation forestière j'ai mis de côté. Parce que j'ai toujours les cartes que la DIAF, la Direction d'inventaire et aménagement forestier, m'a fourni, qui permet de voir là où il y a plus de problèmes, là où il y a eu plus de coupes. Les coupes continuent parce qu'il y a des gens qui ont eu des contrats avant. C'est un droit acquis. Je ne peux pas aujourd'hui débarquer et dire « Ah, vous ne pouvez plus couper ». Non, on va nous taxer des pays non droits, des pays qui ignorent les droits des entreprises. Mais moi, depuis que je suis là, je n'ai signé aucun document allant dans le sens. Donc soyez vraiment rassurés. Les forêts de la RDC vont apporter des ressources dans le cadre des marchés carbone. Et je voudrais ici, je m'excuse, monsieur, Excellence et très chers collègues, je voudrais ici dire que au niveau du ministère de l'Environnement, je ne travaille pas seul. J'ai avec moi dans ce travail la ministre déléguée en charge de l'économie, de la nouvelle économie du climat. Donc, la mise en œuvre de la stratégie dont je vous ai parlé ici va se faire, nous allons la faire ensemble. Parce que nous tenons à faire avancer ce secteur qui est très très important et même vital pour notre pays et pour le monde. Donc, soyez tranquilles, nous allons garder nos forêts debout parce que c'est lorsqu'elles sont debout que nous irons prendre l'argent du marché carbone. Si nous la bradons,
en allant couper en désordre, nous n'allons plus avoir cet argent-là. Madame la ministre, je me souviens qu'à votre dernier passage ici, vous parlez de la formation ou de la promotion des ingénieurs forestiers. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez commencé à les trouver? Oui, le répertoire est là. Avec eux, nous avons construit les grands programmes que nous avons dénommés La forêt, c'est nous. Et ce programme a commencé déjà dans certains projets à se mettre en œuvre. Et l'exécution de ces projets-là va se faire avec des ingénieurs forestiers pour être sûr de la qualité du travail et des résultats. Voilà. Donc, le travail est en train de se faire. En ce qui concerne les fonds forestiers, FFN, les paradigmes tels que Mbal a posé la question, effectivement, si nous reboisons, si nous restaurons nos paysages forestiers, à travers les marchés carbone, nous allons générer des ressources que même les mines n'ont pas générées. Et je vous dis, ça rapporte plus que ce que les mines ont rapporté. C'est pourquoi je voudrais demander à tout le monde de nous faire confiance, d'accompagner les processus que nous avons, des réformes que nous avons mis en place, de sorte que les pays puissent être capables d'aller mobiliser l'argent des marchés carbone. À ce moment-là, ce paradigme-là va être une réalité. Et ça sera une réalité bientôt. Pour nous répondre à motuna ya Nathalie, nakoloba ete mbisi oya munene oyo na lopoto babengi baleine oyo utaki ebale munene aye komibwaka na zelo tango amibwaki na zelo azangi makasi ya komibimisa na zelo na ndenge azangaki makasi ya komibimisa na zelo bamboka oyo ezwa deja baka ya lolenge wana bazalaka na bibundeli bisaleli oyo esungaka bango na kozongisa na lombango penza mbisi wana na kati ya ebale po bino moko boyebi ete mbisi soki abimi na ebale azaka na bomoi mulai te bomoi na ye ezalaka nde na mai me likambo ekomelaki biso na mwanda kuna tokokaki penza kozongisa na lombango mbisi wana na ebale te po tozaki na bisaleli oyo ya kotindika ye akota na mai te me lokola touti kokonetre ka wana mikolo ezali koya mbula matadi na biso akosomba bisaleli wana poke mbala sima soki eloko ya lolenge wana ekomi tokoyeba ndenge nini kobikisa mbisi wana kozongisa ye na ebale. Je disais tout à l'heure que dans les jours qui viennent, nous aurons un briefing avec les générales Kassongo et peut-être le gouverneur de la ville pour parler de l'initiative présidentielle justement qui vise l'assainissement et à désengorger le trafic. Nous aurons l'occasion de revenir sur un certain nombre de choses, mais c'est parfois toujours facile d'accuser les membres du gouvernement. Vous pouvez vérifier, nos plaques sont ouvertes et vous pouvez les consulter. Madame la ministre, avant de terminer, je crois que on a plus ou moins abordé les sujets sur la baleine, mais nous sommes en train de faire face à l'épidémie d'Ebola, où certains spécialistes disent que nous devons changer notre rapport à la forêt et à l'alimentation. En tant que justement docteur en sciences forestières, spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez nous recommander spécifiquement pour ce qui concerne la maladie à virus Ebola? Bon, en ce qui concerne les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme,
elles sont nombreuses, il y a même un pox et autres. Nous avons des spécialistes que nous appelons les primatologues, donc des spécialistes en primates. Les primates, c'est les singes. Les singes et les autres qui sont dans cette catégorie-là. Alors, ces spécialistes ont des projets que nous allons présenter dans les jours qui viennent au Conseil des ministres avec mes collègues, celui de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique et innovation, dans les volets recherche scientifique, et le ministre de la Santé pour réaliser des recherches dans la forêt, et même ils iront loin jusqu'à vacciner les primates pour réduire les effets de ces maladies sur les hommes. Et donc c'est un projet très important et nous avons des grands spécialistes dans ces domaines-là qui vont travailler avec des scientifiques européens. C'est des projets de recherche déjà financés et ça va permettre à terme de lutter durablement contre ces maladies comme Mpox, Ebola et consorts. Voilà, pour terminer, je rappelle que nous sommes toujours engagés dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Nous avions entendu la semaine dernière les cris de certaines personnes qui sont affectées dans la riposte. Les gouverneurs militaires les a réunis avec l'incident manager. Je crois que les préoccupations ont été prises en charge et dans les heures qui viennent, le ministre de la Santé s'y rendra sur place pour s'assurer justement du bon déroulement de toutes les activités de la riposte. Parallèlement, il y avait du bruit à Kinshasa des syndicats qui menaçaient de faire une grève. Je pense que le ministre de la Santé a tout à l'heure terminé une réunion. Une déclaration sera faite tout à l'heure. C'est pour dire que nous travaillons dans une dynamique d'ouverture où lorsqu'il y a des préoccupations, ces préoccupations sont écoutées. Mais il ne faut pas oublier que nous avons tous une urgence collective, y compris avec vous, professionnels de médias, de travailler ensemble pour mettre fin au virus qui circule. Et j'espère que régulièrement, vous vous abreuvez à la bonne source, celle du ministère de la Communication et des Médias ou de la Santé qui donne régulièrement les chiffres de la maladie, comment elle évolue. Nous avons 253 personnes guéries. Nous avons aujourd'hui atteint le 81% dans la recherche des cas contacts. L'objectif, c'est 95. Donc, nous continuons de travailler d'arrache-pied pour que chaque jour, on améliore la prise en charge, pour que chaque jour, nous puissions donner des solutions aux personnes qui en ont besoin. Nous rappelons aussi, par ailleurs, que la maladie peut être guérie par la prévention. La prévention, ça veut dire, même s'il n'y a pas encore des traitements, où il n'y a pas encore des vaccins, il y a des essais pour des traitements qui sont en cours, mais si les personnes sont bien informées, si les personnes vont à l'hôpital tôt, dès qu'il y a les premiers symptômes, et d'ailleurs je rappelle qu'on a décrété les soins gratuits en Ituri pour que tous ceux qui ont des maux de tête se réfèrent à des centres de soins. La prise en charge, elle est faite, elle est gratuite pour nous assurer que nous avons assurer nous tous la protection de nos différentes communautés. Nous reviendrons. Nous pourrons avoir évidemment un exercice de redevabilité bientôt avec le ministre d'État, ministre de la Justice. Nous reviendrons sur les dépôts de notre requête à la Cour internationale de justice pour tous les crimes commis par le Rwanda de 96 à nos jours. Et vous voyez que dans ces dynamiques de front judiciaire du côté du ministère de l'Environnement, on travaille aussi pour la reconnaissance des écocides et de ces points de vue, nous ne nous laisserons pas du tout convaincre du contraire de la pertinence de la démarche. Vous suivez sûrement aussi la situation sécuritaire dans les hauts plateaux où le Rwanda excelle avec des tirs des drones à partir de son territoire. C'est encore une nouvelle fois la preuve de la mauvaise foi pour ne pas avancer dans les processus qui est prévu, le processus de paix, mais nos forces armées sont bien mobilisées et de ces points de vue, je voudrais aussi attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'avoir évidemment des précautions
avant de relayer tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que parfois ça procède de la manipulation de l'ennemi, et que de manière régulière, nous vous ferons le point de la situation, comment elle évolue, y compris de comment les choses évoluent sur terrain. Merci donc de votre participation, Madame la Ministre. Merci aux uns aux autres de nous avoir suivis, et donc nous restons toujours derrière le Président de la République dans la grande œuvre de la reconstruction de notre cher et beau pays. Bonne soirée chez vous. Oui, c'est vrai, il y en a assez. Il y en a assez de ces morts.